Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire le début là, de la section S04, donc que j'appelle le petit bloc S04A. Donc voilà, juste enlever ça. Ok, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section 4, qui est le chapitre 2. Puis, dans le fond, le début du chapitre 2, je vais juste je vais pas vraiment le voir directement avec vous, on va le sauter un petit peu parce que de toute façon, on va le faire là, dans une activité là, qui s'appelle taille et distance, dans un petit laboratoire là, que vous allez faire en équipe cette session. Donc, mais ça, c'est juste pour vous dire que dans le chapitre 2, comme ça, on va voir qu'est-ce que les gens ont fait là, un peu nos ancêtres, là, comment ils sont arrivés à comprendre toutes les distances puis la taille des objets qui se trouvaient près de nous, donc dans le système solaire immédiat. Donc, on va voir que les gens là, ont réussi quand même à trouver c'était quoi, par exemple, la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune. Ils ont trouvé c'était quoi, par exemple, les dimensions de la planète Terre, donc le rayon de la Terre, le diamètre de la Terre, tout ça. Ils ont fait la même chose pour la Lune aussi, donc le rayon de la Lune, diamètre de la Lune, même chose pour le Soleil. Ils ont été capables de trouver aussi c'était quoi les distances qui nous séparaient des différentes planètes. Okay? Puis tout ça, ça a été fait il y a quand même de nombreuses années. Puis vous allez voir, là, quand on va voir comment ils ont fait ça, okay? Vous allez voir que c'est rien de... Ben, c'est très 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 ingénieux ce qu'ils ont fait, nos ancêtres, mais c'est rien qui utilisait beaucoup de technologie. Tu sais, dans ce moment, il n'y avait pas de télescope, il n'y avait pas de vaisseaux spatiaux, ils ne pouvaient pas lancer des sondes spatiales, aller se mettre en orbite autour là, des autres planètes ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment juste des raisonnements qui étaient basés sur des constructions trigonométriques, sur des triangles rectangles, des triangles semblables, des trucs d'hypoténuse, la trigonométrie, des sinus, des cosinus, des tangentes, des lignes parallèles, des rapports de triangles semblables, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment juste la géométrie de base qui a permis à nos ancêtres de déterminer là, vraiment là, les dimensions puis les distances qu'il y avait entre les différents objets. Donc tout pour ce qui concerne la Terre et la Lune, comme je disais, on va le passer parce qu'on va le voir là, quand on fera. Vous allez faire une activité là, qui va vous permettre de bien comprendre ça, de bien assimiler ça. De toute façon, vous devriez l'avoir lu par vous-même dans le livre de toute façon. Donc pour la vidéo, je vais tout de suite là, sauter à la section qui parle des distances qu'il y avait entre le Soleil et les différentes planètes du système solaire. Donc, à cette époque-là, on savait maintenant que c'était le système de Copernic, okay, qui était bon. Donc, on savait que le Soleil était au centre du système. Puis, on avait les différentes planètes qui étaient en orbite autour du Soleil, et la Terre était une de celles-ci. En fait, la Terre, c'est la troisième planète. Okay. Et donc, comment on a fait pour déterminer la distance qu'il y avait entre le Soleil et les différentes planètes? Ben là, ça dépend. Il y avait comme deux catégories de planètes. Il y avait les planètes qu'on appelle les planètes inférieures, c'est-à-dire les planètes qui avaient des rayons d'orbite plus petits que le rayon de la Terre autour du Soleil. Donc, les planètes inférieures, en fait, il y en avait deux. Il y avait Mercure et Vénus, parce que Mercure, c'est la première planète, la plus proche du Soleil. Vénus, la deuxième. La Terre, c'est la troisième planète. Okay? Donc, dépendamment si on avait une planète qui était intérieure ou extérieure, en fait on dit là, inférieure ou supérieure, la technique allait être un petit peu différente. Okay? La plus facile des deux à comprendre, c'est quand on avait une planète inférieure. Okay? On va commencer par celle-là. C'est comment on faisait pour déterminer c'est quoi la distance qu'il y avait là, entre le Soleil et la planète, qu'on va appeler là ici, qu'on va appeler TS, hein, pardon, pas ça, le contraire, qu'on va appeler PS, okay? La distance qu'il y a entre la planète et le Soleil. Comment on faisait pour déterminer ça? C'est basé sur un truc dont on avait discuté dans la section S03 qui s'appelle l'élongation maximale. Okay. On se rappelle que les Mésopotamiens avaient observé les différentes planètes. Là, ils calculaient, ils observaient l'angle qu'il y avait entre deux lignes. Une ligne qui partait de la Terre qui pointait vers le Soleil et une seconde ligne qui partait de la Terre et qui pointait vers les différentes planètes. Et les Mésopotamiens avaient remarqué, rappelez-vous, qu'il y avait deux planètes, Mercure et Vénus, qui n'étaient jamais vues étaient jamais vues en quadrature, n'étaient jamais vues en opposition non plus. Ça veut donc dire que l'angle ici, entre les deux lignes blanches que j'ai tracées, c'était toujours un angle qui était relativement petit. L'angle devenait jamais égal à 90 degrés, puis devenait jamais plus grand que 90 degrés non plus. Ça survenait juste pour deux planètes, Mercure et Vénus. On comprend aujourd'hui pourquoi. C'est parce que c'était des planètes qui sont en orbite plus proche du Soleil. Fait que c'est sûr que les angles allaient jamais devenir très grands. Et les Mésopotamiens avaient noté là, ce qu'on appelle l'élongation maximale, donc l'angle maximal qui était formé quand on observait ces planètes-là, donc Mercure et Vénus. Okay.
Ce qu'on a vu la dernière fois, qu'on a fait de la section S3, rappelez-vous, là, je vous avais passé un petit... on avait fait, parce que dans la vidéo, j'avais fait avec vous là, un petit exercice où on faisait le lien justement là, entre l'élongation maximale et la distance là, qu'il y a entre la planète et son étoile. Entre la planète et le Soleil, finalement. Okay. Il y avait un numéro A, numéro B. Dans le numéro B, on avait vraiment fait l'équivalent de ce que les Mésopotamiens pouvaient faire. Donc, c'est-à-dire observer une planète, noter de manière observationnelle, de manière expérimentale, c'est quoi l'angle d'élongation maximale. Et une fois qu'on a cet angle-là, si on suppose que la distance entre le Soleil et la Terre, c'est une unité astronomique, mais avec ça, on est capable de trouver c'est quoi la distance entre le Soleil et la planète en unité astronomique aussi. Okay. Le secret un peu là-dedans, c'est de réaliser que l'endroit où la planète va être placée sur son orbite, juste au moment où ce que nous on va observer l'angle d'élongation maximale, c'est quand l'angle ici là, est de 90 degrés. Donc on se retrouve avec un triangle rectangle. Et quand on a un triangle rectangle, on peut faire de la trigonométrie, comme on faisait ici, on avait fait un sinus. On peut faire des Pythagoras, on peut faire quelque chose comme ça. Okay. Donc c'est exactement ça que la technique qu'on peut utiliser. Donc c'est vraiment ce que j'ai expliqué ici, c'est que quand on a l'élongation maximale, on sait que la planète est placée d'une certaine façon, de manière à ce que le triangle ici soit un triangle égal avec un angle droit, 90 degrés. L'angle qu'on observe ici, c'est l'angle qui correspond à l'élongation maximale, donc on est capable de trouver tout simplement là, ça comme ça. On peut dire que la distance entre la planète et le Soleil, c'est égal à la distance entre la Terre et le Soleil multiplié par le sinus de alpha, de θ, pardon, parce que dans cette construction-là, on voit que le côté en bas ici, c'est l'hypoténuse. Puis l'hypoténuse, c'est la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Ça mesure une unité astronomique par définition. Okay. On ne savait pas encore à cette époque-là c'était combien de mètres, que c'était égal tout ça, mais c'est pas grave. On a dit, si la distance entre la Terre et le Soleil, on appelle ça 1. On définit ça comme étant une unité astronomique. Ben, on est capable de dire, par exemple, que la distance qu'il y a entre le Soleil et Mercure, c'est 0.4 unités astronomiques. Puis la distance entre Vénus et le Soleil, c'est 0.7 unités astronomiques. Fait que même si on ne sait pas encore exactement c'est quoi une unité astronomique, ben c'est pas grave. Ça nous permet quand même de calculer que le rayon de l'orbite de Mercure est égal à 40% du rayon de la planète de l'orbite de la Terre et que le rayon de l'orbite de Vénus est égal à 70% du rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Fait que ça nous donnait déjà la bonne proportion, ça nous donnait déjà une bonne idée puis une bonne représentation de comment les planètes Mercure et Vénus étaient placées. Okay. C'est juste plus tard qu'on a réussi à trouver là, dans l'histoire c'était quoi vraiment en mètres l'unité astronomique. Puis quand on l'a su, ben, on a juste fait 0.4 fois cette mesure-là ou 0.7 fois cette mesure-là. Et c'est là qu'on a trouvé en mètres là, vraiment là, véritablement la distance qu'il y avait entre le Soleil et les différentes planètes. Mais c'est ça. Fait que la technique que je viens de vous expliquer ici, c'est une technique qui est relativement simple, dans le sens que bon, ça ne fait pas appel à aucun calcul trop compliqué, il n'y a pas d'affaire d'intégrale. C'est vraiment juste une petite construction géométrique, un triangle rectangle, hypoténuse, sinus opposé sur sinus égal opposé sur hypoténuse, si on le trouve comme ça. Okay. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand on avait des planètes qu'on appelle des planètes supérieures, donc des planètes qui sont en orbite autour du Soleil, mais qui ont un rayon d'orbite plus grand que l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc pour des planètes là, qui sont situées, qui ont des rayons d'orbite plus grands que une unité astronomique. Okay. Donc c'est le cas par exemple pour la planète Mars, pour la planète Jupiter, pour la planète Saturne et les suivants. Okay. On le voit ici, là, 1.5 unité astronomique, 5.2, 9.5. Fait vraiment des planètes qui sont situées là, plus loin que l'orbite de la planète Terre. Fait que eux, c'est sûr que ces planètes-là, il n'y avait pas d'élongation maximale, comme c'était le cas de Mercure et de Vénus. Parce que ces planètes-là, quand on traçait la ligne, là, mettons pour Mars, si on traçait la ligne Terre-Mars, Terre-Soleil, ben l'angle entre la ligne Terre-Mars, Terre-Soleil pouvait prendre n'importe quelle valeur. Donc ça pouvait prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 180 degrés. Donc Mars pouvait être observé selon toutes les configurations. Fait qu'on pouvait la voir en conjonction, on pouvait la voir en quadrature, on pouvait la voir en opposition. Donc vraiment, là, il n'y avait pas d'élongation maximale. Fait que comment on peut faire? C'est sûr qu'on ne pourra pas utiliser la même technique que ce qu'on vient de voir ici pour trouver c'est quoi la distance entre le Soleil et Mars, par exemple. Mais encore une fois, vous allez voir que nos ancêtres étaient très ingénieux. Okay? Ils ont trouvé une technique. Puis vous allez voir, c'est vers l'année 1609. Fait que ça fait très longtemps. Puis malgré ça, ils ont réussi à trouver comment on pouvait faire. Ils ont réalisé que si on est capable d'observer la planète Mars, par exemple, okay, avec de deux points de vue différents, okay, puis que, mettons, quand on est situé ici dans l'univers, on regarde la planète Mars, on ne sait pas trop à quelle distance encore elle se trouve de nous, mais on sait qu'on l'observe en regardant dans une certaine
direction. Okay. Et si on a un autre point de vue, mettons un autre observateur qui serait là, en même temps un autre endroit, lui, quand il va regarder la planète Mars, il va l'observer selon une ligne de visée qui est différente de celle des observateurs qui sont au point A. Et là, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on a deux personnes, mettons en même temps, là, qui observent le même objet, si on prolonge tout simplement nos deux lignes de visée, ben, l'endroit où les deux lignes de visée vont se croiser, la planète va se trouver à cet endroit-là. Okay. Ça, l'idée est bonne. Okay. Avec la technologie, c'est sûr que les gens auraient pu, disons, là, envoyer deux satellites ou deux vaisseaux spatiaux dans l'espace, qui se trouvent à deux points différents, le point A, le point B, puis dire, OK, là, les deux vaisseaux spatiaux, regardez en même temps la planète Mars, puis on va faire des lignes de visée comme ça, puis quand les lignes de visée vont se croiser, on sait que la planète Mars va se trouver là. Okay? Mais là, je vous rappelle, on est en 1609, fait qu'on n'a pas de satellite, on n'a pas de vaisseaux spatiaux, oubliez ça. Okay? Fait que comment on peut faire? Ben, les gens ont eu une super bonne idée. Ils ont dit, OK, on peut pas vraiment, avoir deux observateurs en même temps qui regardent Mars. Okay? Mais ce qu'on va faire, c'est que on est un petit peu obligé de rester sur la Terre, parce qu'on n'a pas de technologie permettant de la quitter. Mais c'est pas grave, on va rester sur la planète Terre. On va observer Mars. Puis ce qu'on va faire, c'est que on va attendre, tout simplement, un certain nombre de temps, une certaine période de temps. On sait que la Terre est en orbite autour du Soleil. Fait que si on attend une certaine période de temps, ben la Terre va se déplacer sur son orbite, parce que la Terre tourne autour du Soleil en 1 an. Donc on sait que si la Terre se déplace, puis qu'on effectue une deuxième observation un peu plus tard, ben ça revient à faire deux observations à partir de deux points de vue différents. Okay? Fait que l'idée est bonne. C'est sûr que là, il faut faire attention avec ça, parce que oui, c'est vrai que ça peut fonctionner. Okay? Sauf que si on attend un certain temps, le danger, c'est que l'objet qu'on observe, ben lui, il va se déplacer. Okay? Fait que si vous attendez un certain temps quelconque, puis qui fait en sorte que l'objet que vous regardez, il s'est déplacé entre votre premier instant et le deuxième instant que vous l'observez, ben là, ça ne donnera rien, ça ne marchera pas. Okay? Pour que la technique marche, il fallait vraiment s'assurer que l'objet qu'on va regarder, Mars par exemple, il faut vraiment s'assurer que les deux moments qu'on choisit dans le temps là, pour observer Mars, il faut être certain qu'à ces deux instants-là, Mars se trouve exactement au même endroit. Okay? Si on est capable de faire ça, là, ça va marcher. Parce que si quand on est au point A, on sait que Mars se trouve à un endroit. Après ça, on attend une certaine période de temps, puis quand on arrive au point B, là, on regarde encore Mars. Si Mars se trouvait exactement au même endroit quand on était au point A que quand on est au point B, là, la technique va marcher. On va pouvoir faire un schéma comme ça à l'échelle, tracer deux lignes de visée, et à l'endroit où les deux lignes de visée vont se croiser, on va avoir Mars là, puis après ça, on va juste pouvoir faire un truc à l'échelle, dire, ben, sur ce schéma-là, qu'on trace bien comme il faut à l'échelle, on va dire, ben, le rayon de l'orbite de la Terre, c'est 1 unité astronomique. Donc, la distance entre le Soleil et Mars, c'est quoi? On fait une petite règle de 3, puis on trouve c'est combien. Okay? Fait que c'est super ingénieux comme technique. Je sais pas si vous avez tout suivi, puis si vous avez tout compris, là, mais c'est ça l'idée. Okay? Puis, comment faire pour être certain, là, pour s'assurer que la planète Mars va se trouver exactement au même endroit aux deux moments qu'on va choisir pour observer. Parce que Mars, ça reste pas sur place. Là. Mars n'est pas immobile. Là. Mars, dans le système solaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en orbite autour du Soleil. Fait qu'elle aussi, là, elle tourne. Elle reste pas tout le temps sur place. Là. Okay? Fait que comment les gens ont fait pour s'assurer que les deux instants qu'on va choisir, c'est deux instants où on est certain que Mars va se trouver exactement au même endroit. Tout simplement, c'est que la période de temps qu'on va attendre entre nos deux observations, entre le point A et le point B, c'est qu'on va attendre exactement une période de temps qui est égale à la période de révolution de la planète Mars autour du Soleil, qui est 1,88 années. Okay? On sait par exemple que la Terre, ça lui prend exactement 1 an, faire un tour complet autour du Soleil, mais la planète Mars, ça lui prend exactement 1,88 années. Fait que si on attend 1,88 années, Mars va partir d'un certain endroit, elle va faire un tour complet, puis elle va revenir exactement au même endroit. Okay? À cette époque-là, les gens connaissaient là, les périodes de toutes les planètes, parce que rappelez-vous, là, quand on était à la section S3, on avait trouvé une formule là, qui fait le lien entre les périodes synodiques et les périodes sidérales. Donc les gens, ben, ils connaissaient la période sidérale de la planète Terre, par définition c'était 1 an. Ils observaient Mars, fait qu'ils étaient capables de trouver là, c'était quoi sa période synodique. Donc ils ont été capables de calculer comme ça sa période sidérale. Donc les gens savaient à cette époque-là là, que Mars, ça lui prenait exactement 1,88 années faire le tour du Soleil. Et là, en mettant tout ça ensemble, ça fonctionne. Parce que si on est, disons, sur la planète Terre, à un certain moment, à un certain instant quelconque, on dit, OK, ce soir, on regarde la planète Mars dans le ciel. Puis là, ça nous donne une certaine ligne de visée. Fait qu'on, quand on est sur Terre, à un certain moment, qu'on peut appeler le point A, là, on regarde Mars dans le ciel.
on sait qu'on l'observe quelque part dans cette direction-là. On la voit quelque part. Fait qu'on sait que Mars se trouve le long de cette ligne-là. On sait pas encore qu'elle se trouve là. Peut-être qu'elle se trouve là, peut-être qu'elle se trouve là, peut-être qu'elle se trouve là, là, là. On sait pas où est-ce qu'elle se trouve. Mais on sait qu'elle se trouve quelque part le long de cette ligne de visée-là parce que nous, on l'observe en la regardant dans cette direction-là. Donc, c'est sûr qu'elle se trouve quelque part le long de cette ligne-là. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend 1.88 années. Fait qu'est-ce qui se passe pendant ce 1.88 années-là? Ben, je vais vous le montrer, cette animation. Donc, la Terre va tourner, Mars va tourner. Okay. Mais si on attend 1.88 années, regardez la planète Mars, qu'est-ce qu'elle fait? Je recommence. Okay, on recommence du début, on part de là, la Terre est au point A. On attend 1.88 années. Donc Mars, elle a eu le temps de faire un tour complet autour du Soleil. Okay, ça a pris 1.88 années. Et pendant ce 1.88 années-là, qu'est-ce qui est arrivé à la Terre? Ben, la Terre, elle a eu le temps de faire 1.88 tours. Elle a fait un tour complet sur elle-même, plus 0.88 tours. Fait qu'elle a presque fait 2 tours complets, mais pas tout à fait. Okay. Fait que comme elle n'a pas fait un nombre de tours entier, ça veut dire que l'endroit où elle se trouvait, au point A, et l'endroit où elle se trouve maintenant, 1.88 années plus tard, ben c'est pas le même point. C'est deux endroits différents. Et si on est maintenant ici puis qu'on observe Mars dans le ciel, on est sûr que Mars va se trouver exactement au même endroit où elle se trouvait quand on l'observait à partir du point A. Mais comme nous, on a changé de point d'observation, quand on va la regarder, ça va nous donner une deuxième ligne de visée. Okay. Si on avait juste cette seule ligne de visée-là comme information, on ne saurait pas où se trouve Mars. Ça pourrait se trouver là, 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 on ne sait pas. Okay? Fait que si on a juste une seule ligne de visée, on ne sait pas où elle se trouve. Mais si on est capable d'avoir deux lignes de visée, puis être certain que les deux moments où on a regardé Mars, Mars se trouvait exactement au même endroit, ben là, bingo, l'endroit où nos deux lignes de visée se croisent, on sait que Mars se trouve exactement à cet endroit-là. Okay. Et là, une fois qu'on a fait ça, si on a tracé un schéma qui est à l'échelle, comme je disais tout à l'heure, sachant que la distance entre la Terre et le Soleil est égale à une unité astronomique, là on regarde c'est quoi, mettons, le rayon de ce cercle-là. Fait que c'est quoi la distance là qu'il y a ici. Fait qu'on mesure, tout simplement avec une règle. On dit cette ligne-là est combien de fois plus grande que cette ligne-là. Quand on le fait dans la vraie vie, ça donne environ 1.5. Le vrai chiffre, je pense que c'est 1.52. Okay. Donc, on est capable de conclure que cette ligne-là, c'est le rayon de l'orbite de la planète Mars, c'est 1.52 unités astronomiques. Okay. Donc, c'est véritablement comme ça que nos ancêtres ont mesuré, ont obtenu, ont déduit là, pour la première fois la distance qu'il y avait entre le Soleil et Mars. Okay. Et on a appliqué exactement la même technique pour les autres planètes, pour toutes les planètes qu'on appelle les planètes supérieures, donc Mars, Jupiter, Saturne et les suivantes. Okay. Fait que vous voyez, c'est très ingénieux, okay? Mais c'est une technique qui est en quelque sorte, c'est relativement simple, dans le sens que c'est pas besoin de faire de calcul intégral savant, bien compris. C'est vraiment juste des trucs de géométrie. C'est juste que faut y penser, faut être ingénieux, faut être très intelligent, faut dire oui, on va se faire une espèce de petite construction comme ça, s'assurer que tout fonctionne bien dans notre construction géométrique, et ça va fonctionner. C'est comme ça que nos ancêtres ont procédé. Okay. C'est ça. Fait que comme je disais tout à l'heure, quand les gens ont fait ça, ils savaient pas vraiment encore c'était quoi la valeur de une unité astronomique, mais c'était pas grave. Ils avaient trouvé par exemple que Mars se trouvait à 1.52 unités astronomiques, donc ils avaient déduit que Mars était sur une orbite dont le rayon était 1.52 fois plus grand que le rayon de la Terre autour du Soleil. Fait que déjà ça nous permettait d'avoir une idée là, mentale d'où se trouve Mars. Okay. C'est juste un petit peu plus tard que les gens ont vraiment trouvé en mètres là, la valeur de l'unité astronomique. Comment on fait ça? C'est que maintenant qu'on savait que Mars se trouvait à 1.52 unité astronomique là, du Soleil, comme la Terre, elle se trouve à 1 unité astronomique, fait qu'on faisait la différence entre les deux. C'est la distance que entre Mars et le Soleil, ça va être égal à 0.52 unité astronomique. Okay. Et après ça, il fallait juste trouver une façon d'être capable de mesurer c'est quoi la distance en mètres entre la Terre et Mars. Une fois qu'on allait être capable de déterminer ça, on fait juste une règle de 3. On dit la distance qu'on va trouver là, bientôt en mètres. On sait que ça correspond à 0.52 unités astronomiques. Puis là, on fait une règle de 3. On trouve une unité astronomique, c'est égal à combien? Fait que c'est ce que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais les gens, juste vous dire, ils ont fait ça. Okay. La première fois que les gens ont fait, ils ont trouvé une valeur là, de 1.4 fois 10 à la 11 mètres. La vraie valeur qu'on utilise aujourd'hui, c'est 1.49. Fait que c'est un petit peu plus précis. Mais vous voyez quand même que les gens avaient trouvé là, une valeur très respectable. C'était presque pratiquement la même valeur. Okay. Fait que c'est ça. Comment les gens s'y sont pris
pour mesurer la première fois en mètres la distance qu'il y avait entre la planète Terre et Mars. Okay. Ils ont fait une technique qui s'appelle la triangulation, qui est encore une fois une technique qui est très ingénieuse et qui est vraiment basée sur la trigonométrie, sur des triangles, des angles, des choses comme ça, des sinus, cosinus, tangente. Donc l'idée c'est que si vous avez, mais ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si vous avez deux observateurs, okay, qui observent en même temps le même objet, donc on est convaincu que l'objet se trouve au même endroit nécessairement. Okay. Quand on fait la triangulation, ça veut dire que si vous connaissez la distance qu'on peut appeler D, là, qui se trouve entre vos deux points d'observation, et que vous savez, là, chaque observateur, quand il regarde l'objet quelconque, si vous savez là, avec quel angle θ chaque observateur observe l'objet en question. Fait que ce ne sera pas deux angles égaux nécessairement, on peut appeler ça θ1, θ2. Fait que si vous connaissez les deux angles, la distance D ici, vous allez être capable de calculer c'est quoi la distance qu'il y a entre l'objet que vous regardez et vos observateurs. Okay. Donc, à cette époque-là, okay, quand ça a été fait, ça a été fait au 17e siècle, cette expérience-là, on connaissait à cette époque-là le rayon de la planète Terre. Okay. On connaissait, fait que c'est que la Terre était sphérique, on connaissait le rayon de la planète Terre, on connaissait là, on savait où étaient situées ces deux villes-là. Donc, ces deux villes qui sont impliquées, la ville de Paris, la ville de Cayenne, là, qui est quelque part en Amérique du Sud. Donc, on connaissait les coordonnées, là, longitude, latitude, tout ça. Fait qu'on on savait c'est quoi la distance qu'il y avait entre les deux villes. Ça, c'était réglé. Puis, comment on fait pour avoir les angles? Ben, tout simplement, c'est qu'il y a deux messieurs qui c'est comme deux amis, là, qui travaillent ensemble, deux scientifiques. Puis, ils observaient les étoiles, tout ça. Puis, ils se sont coordonnés. On dit, mais regarde, les deux habitaient à Paris. On dit, gars, moi, je vais rester à Paris. Toi, pars en voyage. Va jusqu'à la ville de Cayenne. Puis, c'était comme coordonnées ensemble. Il avait dit, ok, tu sais, tel soir, à tel jour, à telle heure, là, on va regarder en même temps la planète Mars, chacun de notre côté. Okay. Et on va mesurer comme il faut, là, avec quelle orientation on l'observe. On va mesurer chacun là, la ligne de visée avec laquelle on observe Mars, okay, avec quel angle on l'observe. Et après ça, ben, je vais revenir à Paris, on va se rencontrer, on va mettre nos données ensemble, on va faire nos calculs, puis on va donc trouver comme ça à quelle distance de nous la planète Mars se trouve. Donc, c'est vraiment cool quand on y pense. Tu sais, dans ça, il n'y avait pas de cellulaire, il ne pouvait pas s'appeler, il ne pouvait pas s'écrire, il ne pouvait pas s'écrire sur Facebook, chatter ou peu importe. Là. Fait qu'ils avaient vraiment tout planifié ça d'avance. Puis faire le voyage, ça a dû être long. Là. Puis ils avaient tout planifié leur coup d'avance. Ils ont fait ça. Puis ça a bien marché. Okay, c'est comme ça qu'on a trouvé là, pour la première fois la distance qu'il y avait entre la planète Terre et la planète Mars. Et ça nous a permis du même coup de trouver là, une unité astronomique qui est égale à combien de mètres. Donc on venait de trouver en même temps c'était quoi la distance qu'il y avait entre la Terre et le Soleil, qui est égale à 1.49 fois 10 à la 11 mètres. Okay. Juste pour vous expliquer un petit peu mieux, je vais faire comme un petit extra là, qui va juste clarifier un petit peu la trigonométrie. Donc c'est un petit peu comme pas la trigonométrie, mais la triangulation. Okay, un petit enrichissement. Donc, ça va vous permettre de mieux comprendre un petit peu. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est que si vous avez un objet que vous allez observer et que vous avez deux observateurs, que je vais représenter par deux yeux ici, donc deux points de vue différents qui sont séparés par une certaine distance, que j'appelle d minuscule. Okay? Ben, c'est ça. Si chaque observateur observe l'objet, ça va faire deux lignes de visée. L'endroit où les deux lignes de visée se croisent, on comprend que l'objet se trouve là. Okay? Ce que je vais vous montrer, c'est que si on connaît les deux angles, θ1 et θ2, qui ne sont pas nécessairement égaux. Fait que vous voyez ici, l'objet, comme il n'est pas situé exactement là, entre les deux observateurs, ben, il est un petit peu plus à gauche. Fait que l'angle ici est un peu plus grand que l'angle ici. Donc, deux angles différents. Okay? Ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez regarder les détails ici si ça vous intéresse, mais c'est pas vraiment ça l'important. Je veux juste vous dire qu'il y a moyen de faire un petit raisonnement mathématique et d'exprimer la distance des majuscules, qui est donc la distance là, à laquelle l'objet se trouve par rapport à la ligne là, qui rejoint les deux observateurs. Et cette distance-là, elle dépend des trois autres variables. Elle dépend de la distance d minuscule qu'il y a entre les deux observateurs. Elle dépend des deux angles θ1 et θ2. Donc bref, si vous avez deux observateurs qui observent le même objet en même temps, si vous connaissez la distance entre les deux observateurs et les deux angles θ1 et θ2, vous êtes capable de calculer et de trouver à quelle distance se trouve l'objet que vous êtes en train de regarder. Okay. Ça, en passant, là, c'est exactement comme ça que notre vision fonctionne. Okay. C'est pour ça que j'ai mis deux yeux ici. Donc vous, là, quand vous regardez un objet, quelque part dans une pièce, là, mettons, qu'est-ce que vous faites? C'est que, ben, avec vos deux yeux, vous focussez sur l'objet. Vos deux yeux regardent l'objet. Okay. Puis, la manière dont notre cerveau est fait,
Dans le fond, je vais peut-être mettre ça, là. Ça, ben, dans le fond, votre cerveau, ben, c'est comme biologique, là, il sait comment votre visage est fait. Fait que votre cerveau, il connaît c'est quoi la distance des minuscules qu'il y a entre vos deux yeux. Puis ça, quand vous regardez un objet, vos yeux, ils changent de direction. Fait que si vous fixez un objet, vos deux yeux vont pointer comme ça. Fait que votre cerveau, il sait comment vos yeux sont en train de pointer. Fait que c'est comme si votre cerveau connaît les angles θ1, θ2, puis il connaît la distance d qu'il y a entre vos deux yeux. C'est comme programmé biologiquement là, dans votre cerveau. Fait que votre cerveau, il connaît ça. Ok, il sait. Et donc, quand vous regardez un objet, c'est un calcul qui est semblable à ça, qui se fait là, ben comme rapidement, automatiquement dans votre tête, là, et votre cerveau vous dit à quelle distance se trouve l'objet que vous regardez. Fait que ça se fait très très rapidement, vous vous en rendez même pas compte, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour calculer ça, c'est comme programmé là, biologiquement dans votre cerveau. Fait que quand vous rentrez, mettons, dans une pièce, là, vous jetez un coup d'œil vite, là, vous regardez, vous dites, ok, il y a un mur qui est là, ok, il y a un plafond, il y a un plancher, ah, il y a des objets qui sont là, ah, il y a deux, trois personnes là-bas en train de parler, bon, il y a tel objet. Fait que vous regardez ça, puis votre cerveau, il fait plein de calculs, puis il calcule toutes les distances, puis là, c'est ça qui vous envoie ça comme des informations, puis là, vous avez une représentation en 3 dimensions là, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, puis de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Fait que ça se fait très très rapidement, mais c'est juste pour dire que c'est une sorte de calcul comme ça qui se fait dans votre tête. Okay. Maintenant, vous avez sûrement remarqué que si vous regardez, mettons, deux objets qui sont devant vous, puis qui sont pas à la même distance l'un de l'autre, il y a un objet qui est plus proche de vous, l'autre objet est plus loin. Okay. Ben, ces deux objets sont relativement proches de vous. Mettons qu'il y a un objet qui est à 1 mètre de vous, puis un deuxième objet qui est à 2 mètres de vous. Ça va être super facile pour vous de déterminer lequel objet est le plus proche et quel objet est le plus loin. Okay. Par contre, si je place un objet à 100 mètres de vous, puis un deuxième objet à 101 mètres de vous, ben là, c'est pas évident de savoir lequel des deux est le plus proche et lequel des deux est le plus loin. Peut-être que vous allez avoir l'impression que les deux objets sont tout aussi loin l'un de l'autre, puis là, vous allez être un petit peu embêté. Ben, je vais juste vous expliquer que c'est normal, ça. C'est normal là, que quand les objets sont proches de nous, on est capable de juger assez précisément de la distance des majuscules à laquelle les objets vont se trouver de nous. Mais quand les objets deviennent loin, c'est pas mal plus difficile. Pourquoi? Vous allez comprendre, c'est vraiment relié à cette formule-là. Okay? Dans la formule ici, vous voyez que ça dépend des tangentes. Ben, ça dépend des tangentes des angles. Okay. Comme je disais tout à l'heure, vos yeux, quand vous regardez quelque chose, vos yeux ils vont bouger dans leurs orbites, ils vont se déplacer, mais votre cerveau sait à peu près dans quelle direction vos yeux sont en train de regarder, mais il y a toujours une certaine incertitude. Okay. Fait que tu sais, il sait l'angle θ1, θ2, mais avec une certaine précision. Okay. Puis ce qui arrive, c'est que si vous regardez une fonction tangente, à quoi ça ressemble, si vous vous rappelez de vos cours de mathématiques, là, vous avez sûrement déjà tracé les fonctions, le sinus, cosinus et tangente. Une fonction tangente, ça ressemble à ça, okay, à ce qui était ce qui est dessiné en rouge ici. Puis ce qui arrive, c'est que les angles, quand pour une tangente, là, vous le voyez ici, quand un angle s'approche de 90 degrés c'est pi sur 2, ben ça fait une asymptote. Okay? C'est-à-dire que plus que vous vous rapprochez de 90 degrés, plus que la valeur de la tangente va changer très très rapidement. Okay? Donc, ça veut dire que si vous avez une certaine incertitude sur votre angle, ben, avoir une certaine incertitude sur votre angle, si l'angle est assez petit, ben, ça va se répercuter sur une incertitude sur la valeur de la tangente. Okay? Mais si vous avez la même incertitude sur votre angle, mais que votre angle est plus grand, qui est plus proche de 90 degrés, ben là, la même incertitude sur l'angle va se répercuter dans une beaucoup plus grande incertitude sur la valeur de la tangente. Okay. Vous le voyez comme ça juste graphiquement, mais regardez numériquement, c'est facile. Okay. Imaginez que, je sais pas, là, vous avez une précision de 0,5 degrés, plus ou moins 0,5 degrés. Fait que si vous avez un objet qui est relativement proche de vous, quand vous allez l'observer, les angles θ1, θ2 vont être relativement petits, disons qu'ils sont de l'ordre de, mettons, 10 degrés. Okay. Ben, si vous avez une incertitude de 0,5 degrés sur 10 degrés, ça va produire une petite incertitude sur les valeurs des tangentes, mais ça va être pas si différent que ça. Si l'angle que vous observez, c'est 50 degrés, plus ou moins 0,5 degrés, là, ça va faire encore une petite différence là, sur la valeur des tangentes que vous allez calculer, mais c'est pas si pire que ça. Par contre, si vous avez un angle qui est proche de 90 degrés, mettons 89 degrés, plus ou moins 0,5 degrés, et bon, et là, ça va faire une grosse différence là, dans la valeur des tangentes que vous allez calculer. Fait que c'est vraiment ça que je voulais montrer ici, on le voit graphiquement. Plus que l'angle est proche de 90 degrés, la même valeur d'incertitude sur l'angle va se répercuter là, sur une grosse incertitude sur les valeurs des tangentes. Donc, conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus que l'angle est proche de 90, plus que ça va faire une grande incertitude sur la valeur des tangentes.
et donc une grande incertitude sur la valeur de D que vous allez calculer. Fait que c'est sûr que plus que vous allez regarder un objet qui est loin de vous, plus que quand vous allez le regarder, là, vos angles θ1 et θ2 vont être grands. Et à partir d'une certaine distance, là, à partir si un objet est à, mettons, 100 mètres de vous, ben, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez le regarder, vos angles θ1 et θ2 vont être rendus tellement proches de 90 degrés que là, ça va commencer à être assez imprécis dans votre tête. Puis là, vous allez avoir de la difficulté à juger là, qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui est loin, lequel des deux objets est le plus proche, lequel des deux objets est le plus loin. Okay. On le voit bien ici, hein. Plus que l'objet est situé loin, plus que les angles θ1 et θ2 vont augmenter. Okay. Et une autre chose qu'on pourrait dire, c'est que, mettons, vous regardez un objet qui est à une certaine distance fixe, okay, à une certaine distance grandée de vous, mais que vous pouviez avoir la possibilité, disons, d'augmenter la distance D ici, qui sépare vos deux points de vue. Ben là, ça, ce serait le fun, parce que plus que la distance D serait grande, plus que les angles θ1, θ2 seraient petits, donc ce serait de plus en plus précis. Bon, c'est sûr que si vous êtes un être humain, vous pouvez pas changer comme ça là, à volonté la distance D qu'il y a entre vos deux yeux. C'est quelque chose qui est juste fixé. Okay? Mais, par exemple, si on était un autre animal, pas un humain. Okay? Si on était par exemple un requin-marteau, ben, un requin-marteau, lui, de la façon qui est faite biologiquement, là, la distance entre ses deux yeux, c'est plus grand que la distance entre les deux yeux d'un être humain, la distance D qu'on a ici. Fait qu'un requin-marteau qui regarde, mettons, là, un objet qui serait situé exactement à la même distance. Là, vous avez un objet qui est à, je sais pas, là, 1 mètre de vous. Okay. Ben, si vous êtes un humain, ça va correspondre à un certain angle θ1, θ2. Si vous êtes un requin-marteau qui regarde le même objet à la même distance, comme les deux yeux du requin-marteau sont plus espacés, ben ça va correspondre à des angles θ1, θ2 qui sont plus petits. Donc, à des incertitudes qui sont plus petites là, dans la formule ici. Donc, le requin-marteau, ça veut juste dire qu'il va être capable de juger plus précisément c'est quoi la distance qu'il y a entre lui et l'objet qu'il est en train d'observer. Okay. Probablement qu'on a besoin de ça pour être capable de voir, là, de noter facilement à quelle distance de lui vont se trouver ses proies, pour être capable d'aller les attraper plus facilement. Okay. Mais c'est cool de comprendre ça, que plus que vos yeux sont écartés, plus que vous allez avoir une grande précision pour juger de la distance qu'il y a entre vous et les objets que vous allez observer. Puis pour mettre ça un peu extrême, là, il y a un film de science-fiction qui s'appelle Pitch Black là, avec Vin Diesel. Ça fait, je sais pas si vous l'avez déjà vu, ça fait déjà plusieurs années. Il y a des espèces de créatures extraterrestres là, qui ont des yeux vraiment très 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 éloignés les uns des autres. Là. La distance doit être proche de, je sais pas, là, quelque chose comme peut-être 2 mètres dans ces eaux-là. Fait qu'en tout cas, une telle créature, si elle regardait un objet à une certaine distance, ben, comme ces deux yeux sont très distancés, les angles θ1 et θ2 seraient beaucoup plus petits que ce qu'un humain observerait, par exemple. Donc, une créature comme ça, avec des yeux très 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 espacés, serait capable de juger beaucoup plus précisément de la distance là, qui la sépare des objets qu'elle est en train d'observer. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Okay? Plus que les deux yeux sont éloignés, ou plus que les deux points de vue sont éloignés de manière générale, là, plus que ça va être précis. Okay? Je voulais vous expliquer ça. J'ai pris un peu de temps pour vous expliquer ça parce que c'est le fun de le comprendre. Mais aussi, c'est que dans quelques instants, on va discuter d'une technique là, qui s'appelle la technique de la parallaxe annuelle. Et l'idée, ben c'est un peu ça. L'idée, c'était d'observer une étoile. Je vais en parler tantôt, mais c'est d'observer une étoile en ayant deux points de vue situés les plus loin possible les uns des autres. Hein. C'est vraiment ça l'idée, de manière à ce que ça donne des angles plus petits, puis que, bon, ce que ce soit plus précis. Et encore une fois, les gens ont été astucieux, hein, ont été stratégiques, intelligents. Ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils se sont dit, OK, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer une étoile dans le ciel, puis on va attendre exactement 6 mois entre le premier moment et le deuxième moment où on va observer l'étoile. Pourquoi 6 mois? Parce qu'on sait que la Terre est en orbite autour du Soleil. La Terre, ça lui prend 1 an faire un tour complet faire un tour complet. Donc si on attend 6 mois, on attend exactement la moitié d'une année. Donc on sait qu'en exactement la moitié d'une année, la Terre va effectuer exactement la moitié d'un tour. Puis là, ce qui va arriver, c'est que si on, mettons ça c'est notre point d'observation A, ça c'est notre point d'observation B, ben ici, on va observer, mettons, l'étoile avec ces deux points de vue-là, et ça va correspondre à deux observations qui sont deux points d'observation qui sont distancés d'une distance de 2 unités astronomiques, hein, parce que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 1 unité astronomique. Puis quand on est 6 mois plus tard, on est rendu complètement à l'opposé. Fait que là, on a encore une distance de 1 unité astronomique entre le Soleil puis la Terre ici. Donc bref, là, entre les deux points d'observation, comme entre les entre les deux yeux, si on veut, là, c'est comme si on avait une distance de 2 unités astronomiques. Okay. Donc,
en gros, là, la technique de la parallaxe annuelle, c'est que si vous voulez retenir ça d'une manière un peu... si vous voulez le retenir dans votre tête, là, vous pouvez imaginer que c'est exactement comme si on avait une espèce de grosse bébite, une grosse créature extraterrestre qui a deux yeux et que la distance entre ces deux yeux, c'est 2 unités astronomiques. Okay. Fait qu'imaginez que vous avez une espèce de bébite comme ça extraterrestre là, avec deux yeux qui sont séparés de 2 unités astronomiques. Ben, ces yeux sont tellement loin l'un de l'autre que quand cette créature-là va regarder les étoiles dans le ciel, elle va être capable de juger, ah oui, ok, cette étoile-là est proche, cette étoile-là est loin, elle va être capable de voir, là, puis d'estimer la distance qu'il y a entre elle et les différentes étoiles. Okay. Fait que c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment le plus que vous avez 2 points de vue qui sont éloignés les uns des autres, plus que vous allez être capable de juger correctement la distance qu'il y a entre vous et les objets que vous observez. Okay. Puis juste pour terminer l'espèce de petite parenthèse sur la triangulation, vous êtes peut-être déjà demandé comment on fait pour faire des films en 3 dimensions. Okay. Ben, l'idée c'est que quand vous regardez des objets dans la vraie vie, vous avez toujours 2 images différentes. Vous avez toujours 2 points de vue parce que vous avez 2 yeux, nécessairement. Donc ça veut dire que par exemple, quand vous regardez un objet, mettons je prends mon crayon là, puis je le mets devant moi à une certaine distance. Faites l'expérience chez vous. Là. Regardez votre crayon, mettez votre main, votre pouce, peu importe. Là, okay? Puis fermez, gardez juste un œil ouvert. Okay? Vous allez voir que votre œil gauche, mettons, quand vous regardez le crayon, il voit une certaine chose. Puis votre œil droit, quand vous regardez le crayon, il va voir une image qui est presque pareille, mais qui est légèrement différente. Okay? Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne la vision. On regarde un objet, notre cerveau voit 2 images en même temps, et ensuite de ça, notre cerveau fait une espèce de traitement biologique, fait des espèces de calculs, il dit ok, j'ai un premier point de vue, un deuxième point de vue, puis il fait les petits calculs que je vous ai montrés tout à l'heure. Okay? Fait que ça fonctionne tout le temps comme ça. Okay. Et avec ces 2 points de vue-là, votre cerveau recombine ça et il trouve la distance à laquelle vous êtes en train de regarder, la distance à laquelle l'objet se trouve de vous. Okay. Ben, les gens qui conçoivent des films en 3 dimensions, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un peu le contraire. Ils font le chemin inverse. Ils disent, par exemple, là, on prend l'exemple du requin, ils disent, s'il y avait vraiment un requin comme ça, qui mesure telle dimension, qui sortait de l'écran en 3 dimensions. Okay. Là, ils calculent. Les gens qui sont assis dans la salle, quand ils vont regarder le requin ça avec leur œil gauche, qu'est-ce qu'ils vont voir? Puis quand ils vont regarder le requin avec leur œil droit, qu'est-ce qu'ils vont voir? Donc encore une fois, ça va faire 2 images qui sont légèrement différentes. Okay? Et les gens produisent ces 2 images-là. Une fois que c'est fait, ils doivent juste trouver une façon de s'arranger pour que quand vous allez regarder le film, il faut que votre œil gauche voit juste une des 2 images. Et il faut que votre œil droit voit juste la deuxième image. S'ils sont capables de faire ça, après ça, la 3 dimensions, c'est tout votre cerveau qui va faire la job, comme d'habitude. Parce que votre cerveau, c'est toujours ça qu'il fait. Il voit 2 images en même temps, il combine ça, il calcule comme les angles, les différences entre les 2 points de vue, il calcule ça dans votre tête, puis ça vous dit à quelle distance les objets vont se trouver. Donc, c'est ça. Ceux qui font les films en 3D font exactement l'inverse. Puis comment on fait pour être capable de dire là que votre œil gauche va juste voir une image, votre œil droit va juste voir la deuxième image. Mais vous allez remarquer que quand on va dans des cinémas comme ça, comme le cinéma IMAX ou vous allez voir des cinémas en 3 dimensions, il faut toujours porter des lunettes. Okay? On en voit plusieurs. Là. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces lunettes-là? Elles sont capables de justement trier les images. Okay? Ça, c'est un phénomène qui s'appelle la polarisation, que vous verrez quand vous serez en physique NYC. Okay? Mais en gros, là, c'est qu'on est capable là, utiliser ce qu'on appelle des polariseurs, donc des verres polarisants, qui vont laisser passer juste certaines images. Okay? On peut par exemple produire 2 images en même temps, une qui est polarisée, on va dire horizontalement, une qui est polarisée verticalement, et dans les lunettes, il y a 2 verres qui sont placés, là, 2 polariseurs qui sont placés avec des orientations différentes, qui vont juste laisser traverser une des 2 images. Okay. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder au cinéma un film en 3D, si vous enlevez vos lunettes, là, vous allez voir que vraiment ce qu'il y a à l'écran, c'est comme 2 images qui sont presque pareilles, qui sont juste un petit peu décalées l'une par rapport à l'autre. Quand vous regardez, mettons, sans vos lunettes, là, vous allez voir comme 2 images un peu floues, mais quand vous mettez vos lunettes, là, vous allez voir comme il faut en 3 dimensions. Okay. Donc, c'est la technique qui est utilisée. Ça marche par la polarisation. Donc, la polarisation, c'est le sujet de la section 3.10 là, du cours de physique NYC. Donc, quand vous ferez le cours de physique NYC, ça, vous allez tout comprendre ça à la section 3.10. On parle des polariseurs qui laissent passer certaines polarisations. Donc, voilà. Donc, fin de la grosse parenthèse qui parle de la triangulation. Donc, on revient au cours là, de astronomie et astrophysique. Donc, c'est ça. Fait que ça pour dire que 2 personnes
ont eu deux points de vue différents. Ils connaissaient la distance D qu'avant les deux points de vue. Chaque personne a mesuré l'angle avec lequel il regardait la planète Mars. Donc, et voilà, on trouve la distance, on la calcule, puis on trouve du même coup l'unité astronomique. Okay. Donc là, on connaissait vraiment la distance en mètres de toutes les planètes dans le système solaire. On connaissait la distance entre chaque planète et le Soleil. Là, une vraie distance là qu'on peut calculer en mètres. Okay. Donc on avait une bonne idée de comment les objets étaient placés. Okay. Ça, c'est une technique qui a été utilisée, qui fonctionne bien. Okay. Ça a été fait au 17e siècle. Ça fait quand même plusieurs centaines d'années, mais ça fonctionne bien. Okay. Plus que l'histoire humaine avance, plus que la technologie évolue, hein, vous le savez. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que plus ça va, plus qu'on est capable de prendre des mesures de plus en plus précises. Okay? Et de nos jours, qu'est-ce qu'on fait quand on veut mesurer précisément la distance qu'il y a entre une planète et la Terre, par exemple? Ce qu'on fait, c'est que on pourrait procéder comme ça aussi, mais ce qu'on peut faire, c'est que on utilise la technique qui s'appelle la technique du radar. Donc, on est sur la planète Terre, on envoie tout simplement une onde radar là, dans l'espace. Et cette onde-là va frapper éventuellement la planète, ça va rebondir, et il y a un écho qui va revenir. Puis on va regarder dans le fond c'est quoi le temps qui s'est écoulé entre le moment où on a émis l'onde radar et entre le moment où l'onde radar est revenue, et sachant que l'onde radar voyage à la vitesse de la lumière, qui est une vitesse qui est bien connue, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, on est capable de faire juste un petit calcul là, de vitesse, vitesse, temps, distance, et on trouve la distance qui nous sépare. Donc c'est ça l'idée. Fait qu'on envoie une petite onde radar, pardon, et l'onde rebondit, revient sur la planète Terre. Puis c'est ça, on mesure là, le temps qui s'est écoulé entre l'émission de l'onde, puis le moment où l'onde va revenir, et ben on fait les petits calculs, puis on trouve comme ça à quelle distance de nous va se trouver la planète en question. Fait que ça, c'est une technique qui est utilisée. Okay, on l'a utilisé pour les différentes planètes dans le système solaire. Fait que c'est juste venu confirmer là, ce qu'on avait trouvé auparavant dans l'histoire. Ça a peut-être juste permis là, de rendre ça les trucs un petit peu plus précis. Et si on veut aller une coche plus précis que ça, on peut même le faire avec des lasers. Okay. Par exemple, quand les astronautes sont allés sur la Lune, la mission Apollo 11, ben ils ont laissé sur la Lune des miroirs qui étaient spécialement conçus là, prévus pour faire ça. C'est qu'on s'est arrangé pour mettre des miroirs qui allaient réfléchir exactement des lasers en provenance de la planète Terre. Et vous allez voir, encore une fois, en physique NYC, il y a des façons de construire des miroirs là, quand on met 3 miroirs qui sont dans une espèce de 3 miroirs qui sont tous perpendiculaires les uns aux autres. Là. Fait que tous des angles de 90 entre chacun des 3 miroirs. On appelle ça un coin miroir. Et ce que ça fait, c'est que dès que vous allez envoyer un laser là-dessus, peu importe comment votre laser va arriver, on peut prouver géométriquement que le laser va toujours être réfléchi en ayant été inversé. La direction finale va juste être le contraire de la direction initiale. Okay. Fait qu'il y a des miroirs qui ont été laissés comme ça sur la Lune. Et une fois que ça a été fait là, par les astronautes là, des missions Apollo 11, ben là, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? N'importe quel observatoire est capable d'envoyer un laser. C'est la même technique que le radar, juste que c'est plus précis parce que c'est avec les lasers. Fait qu'on part de la Terre, on envoie un laser qui va aller sur la Lune, qui va frapper le miroir, qui va rebondir, il revient sur la Terre. Puis nous, là, en mesurant le temps qu'il y a entre l'émission du laser et la réception du laser, on est capable de faire des petits calculs comme ça, sachant que le laser va à la vitesse de la lumière, là, 3 fois 10 à 8 mètres par seconde. On est capable de trouver là, très précisément c'est quoi la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune. Fait que la petite animation ici, juste le laser qu'on lance, qui rebondit sur le miroir puis qui revient. Donc, quand on fait l'expérience dans la vraie vie, okay, ça prend 2,56 secondes entre l'émission du laser puis la réception du laser. Donc, ça a pris 2,56 secondes pour aller et revenir. On a juste à diviser ce temps-là par 2. Fait qu'on comprend que ça leur aurait pris là, seulement 1,28 secondes pour que le laser parte de la Terre puis se rende jusqu'à la Lune. Et ben, sachant que la lumière voyage à 3 fois 10 à 8 mètres par seconde, ben, on fait une petite règle de 3. Puis on est capable de trouver c'est quoi la distance exacte qu'il y a entre la Terre et la Lune. Okay. Fait qu'en tout cas, juste ça, c'est cool comme technique, savoir que ça existe, puis qu'on est capable de faire ça. Puis, en même temps, ça vous montre un petit peu le niveau de technologie qu'on a atteint. Okay. Premièrement, ça démontre qu'on était capable d'aller sur la Lune, poser des miroirs. Fait que déjà, ça, c'est cool. En même temps, là, pensez-y, le miroir, là, vous le voyez, là, vous voyez comme un peu à l'échelle, il est pas si gros que ça. Vous avez des traces, les traces laissées par les astronautes. Fait que le miroir, il est vraiment pas si gros que ça. Il mesure peut-être, je sais pas combien de centimètres par combien de centimètres, mais il est pas énorme.
OK? Il mesure peut-être, je sais pas, là, 50 cm par 50 cm, pas même plus que ça. Fait que c'est petit, là, ça mesure pas des kilomètres, OK? Mais quand même, ça veut dire que n'importe quel observatoire sur la planète Terre est capable là, de viser correctement, capable d'envoyer un laser là, sur la Lune qui va arriver exactement sur le miroir, qui va aller frapper là, ce petit carré-là, et le laser va revenir exactement là, exactement dans l'observatoire. Fait que c'est, en tout cas, c'est quand même cool. Là. Ça démontre qu'on est quand même capable de bien, d'être précis. Okay. Et bref, avec tout, on est capable d'estimer là, vraiment très 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 précisément à quelques centimètres d'incertitude la distance que entre la Terre et la Lune. Okay. Fait que toutes ces techniques-là, c'est super cool. Ça marche bien. La technique du radar pour trouver la distance avec les planètes, la technique du laser pour trouver la distance entre la Terre et la Lune. Puis on se dit, ok, c'est cool, on peut-tu faire ça tout le temps pour n'importe quelle planète? On peut faire ça pour les étoiles aussi, tant qu'à y être? Ben malheureusement, non. Okay? Parce que ces techniques-là, ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien pour des objets qui sont relativement proches de nous. Pour des objets qui sont loin comme des étoiles, par exemple, ça fonctionnerait pas. Parce que, mettons, là, si on regarde juste l'étoile la plus proche du Soleil, c'est les étoiles dans le système là, qu'on appelle Alpha du Centaure. Okay? Et ils sont situés, là, rappelez-vous, on en avait déjà discuté, à une distance de 4,2 années-lumière. Okay? Donc ça veut dire que si on essaie de faire la technique du radar, par exemple, ben ça prendrait 4,2 années au signal juste pour arriver à l'étoile. Après ça, le signal rebondit. Ça prendrait comme un autre 4,2 années au signal pour revenir. Okay? Fait que techniquement, il y aurait 8,4 années qui sépareraient l'émission du signal et la réception du signal. Fait que ça commence à faire un temps d'attente qui est très très long. Okay. Ça, c'est pour l'étoile la plus proche de nous. Pour les étoiles plus lointaines, il y en a qui sont situées à des centaines d'années-lumière. Fait qu'on enverrait un signal, puis on recevrait juste un rebond dans, mettons, 200 ans. Okay. Donc déjà, le temps serait très 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 long. Puis le problème, c'est que quand on envoie des ondes radar comme ça là, dans l'espace, ben, sauf si vous le verrez un petit peu en physique quantique, mais les ondes ont tendance à se disperser. Okay. Fait que si vous envoyez une onde qui voyage pendant des années, ben elle va juste finir par se diluer, par comme s'élargir, ça va faire comme une espèce de cône là, qui va juste s'affaiblir de plus en plus. Puis même si l'écho revient là, mettons 8 ans ou 10 ans plus tard, il va être rendu tellement faible qu'on sera même pas capable de le détecter. Okay. Donc si on n'est pas capable de le détecter à son retour, ça sert à rien de l'envoyer parce que on pourra pas fonctionner avec ça. Okay. Donc c'est ça. Fait que vous allez voir que il y a plein de techniques qu'on est capable d'utiliser là, pour trouver la distance qu'il y a entre entre des objets, mais il n'y a aucune technique qui est parfaite. Chaque technique a ses limites. Okay? Et quand les objets sont trop loin, ben, à un moment donné, les techniques ne fonctionnent plus. Okay? Il faut toujours constamment là, utiliser nos connaissances, la technologie, tout ça, puis un peu l'imagination, puis être capable de trouver des bonnes techniques là, astucieuses, tout ça. Puis c'est un peu ce qu'on a fait. Okay. Puis vous allez voir que comment on procède le plus qu'on a des objets qui sont de plus en plus loin, donc des étoiles en fait, qui sont de plus en plus loin. Fait que pour les objets qui sont proches de nous, on peut les faire par laser comme la Lune, les objets un peu plus loin comme les planètes, on peut y aller par des échos. Okay. Mais quand on regarde des étoiles, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme la technique ici du radar marche pas, on a trouvé une nouvelle technique qui s'appelle la technique de la parallaxe annuelle. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc l'idée c'est de regarder une étoile qui est très loin. Okay. Puis de la regarder à deux moments différents. On attend 6 mois entre les deux observations. Donc ça revient à avoir 2 points d'observation qui sont situés, qui sont espacés d'une distance de 2 unités astronomiques. Okay. Je vais vous montrer un petit peu qualitativement ça correspond à quoi. Okay. Ben, si vous avez une belle animation que j'ai trouvée là, sur Internet, fait que vous voyez ça, c'est le soleil qui est ici. En rouge, c'est une étoile qu'on veut observer, qui est à une certaine distance de nous, qui est inconnue. Le point bleu, évidemment, c'est la planète Terre. Puis vous voyez, ça oscille là, entre deux positions qui sont... ça correspond là, à deux moments qui sont... qui 6 mois entre les deux. Okay. Donc c'est vraiment quand la Terre se trouve à chacune des deux extrémités de son orbite autour du Soleil. Fait que vous voyez que ça donne 2 lignes de visée. Okay. Puis ce que vous voyez ici, c'est qu'est-ce qu'on voit, mettons sur une photo ou avec un télescope, quand on regarde l'étoile. Okay. On voit que la position de l'étoile va changer sur les deux photos, qui est exactement l'équivalent de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous regardez par exemple un crayon avec vos yeux, si vous fermez votre œil gauche et votre œil droit successivement, vous allez voir 2 images différentes.
Okay. Les objets qui sont loin, si vous regardez, mettons, les objets qui sont dans la pièce loin de vous, comme proche de votre mur, ça ne changera pas vraiment. C'est vraiment les objets qui sont proches de vous qui vont changer de position apparente. Exactement comme vous voyez ici. Donc, très très loin, il y a des étoiles qui sont tellement lointaines que eux, elles changent pratiquement pas de position. Il y a vraiment juste l'étoile qui est proche de vous vous allez avoir l'impression qu'elle va changer. Okay. Puis qualitativement, on comprend qu'est-ce qui se passe. C'est que quand l'étoile est proche de vous, elle va varier beaucoup plus de position. Si on éloigne l'étoile, elle va encore changer de position, mais un petit peu moins. Ça va être moins évident. Si on la met encore plus loin, ben elle va changer de position, mais très très peu. Okay? Donc c'est ça, vous comprenez que, encore une fois, chaque technique a ses limites. Si l'étoile est située très 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 loin, ben théoriquement, elle changerait de position, mais ça change de position tellement peu que éventuellement, ce qui va arriver, c'est que même avec des appareils très 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 précis, ben il n'y a aucun appareil qui est parfait, aucun appareil qui est infiniment précis. Donc éventuellement, pour les objets qui sont situés trop loin, nos appareils ne seront pas capables de détecter. Fait que si on n'est même pas capable de détecter le changement de position apparente de l'étoile ici, on ne pourra plus utiliser la technique de la parallaxe annuelle. Fait que la technique de la parallaxe annuelle, ça fonctionne bien pour des étoiles qui sont situées à une certaine distance de nous, mais ça a une certaine limite, malheureusement. Ça serait cool d'avoir une technique qui marche tout le temps, mais c'est ça, ça a une certaine limite. Okay. C'est ça. Fait, quand on utilise cette technique-là, c'est basé sur le petit schéma ici que je vais vous expliquer dans quelques instants. Puis ce qu'on explique dans le livre, là, c'est que bon, faut mettre les angles en seconde d'arc et tout. Là, je vais vous l'expliquer plus lentement, là, plus en détail. Mais ça donne les deux formules qu'on a ici, qu'on a dans le livre. Je vais vous expliquer là un peu comment on peut obtenir ces deux formules-là de manière un peu plus clair probablement. Okay? Mais vous remarquez que ces deux formules-là, c'est pas mal deux fois la même formule. C'est juste que les unités sont différentes. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que si vous connaissez l'angle de la parallaxe annuelle, qui est l'angle θ sur le schéma ici que je vais discuter dans quelques instants, vous êtes capable de calculer à quelle distance d majuscule se trouve l'étoile que vous êtes en train d'observer. Okay. La seule différence qu'il y a entre ces deux formules-là, c'est que dans la première formule ici, la distance qu'on calcule est en années-lumière, alors que dans la deuxième formule, la distance qu'on calcule, elle est en parsec. On appelle ça des PC. Je vais vous l'expliquer dans 2 secondes, c'est quoi. Okay. Mais premièrement, juste, on part de ce schéma-là. Okay. Donc, c'est ce que j'explique un peu tout à l'heure. Vous avez une étoile qui est ici. La Terre est en orbite autour du Soleil. On regarde cette étoile-là, donc ça forme 2 lignes de visée. Et quand on va travailler avec des angles, là, les angles avec lesquels on va travailler, les gens des fois qui se mélangent, il y a des gens qui pensent que c'est l'angle alpha, l'angle qu'il y a vraiment entre les 2 lignes de visée, mais c'est pas ça. L'angle qui apparaît dans les formules, c'est l'angle θ. Okay. En fait, θ, si vous remarquez, c'est vraiment juste la moitié de l'angle alpha. Là. Fait que l'angle θ, c'est juste égal à alpha sur 2. C'est exactement la moitié. Pourquoi on prend l'angle θ et non l'angle alpha? Parce que l'angle θ, vous allez voir que, vous voyez, c'est un angle là, qui fait partie d'un triangle rectangle. Okay? Donc, il y a un angle de 90 degrés ici. Donc, c'est plus facile. Ben, c'est cet angle-là qu'il faut utiliser pour faire de la trigonométrie. On va faire une tangente, comme vous voyez ici. Okay. Donc, c'est ça. Il faut juste se rappeler que c'est vraiment l'angle qui fait partie du triangle rectangle. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est relativement simple, dans le fond, c'est qu'on fait juste la trigonométrie, c'est qu'on regarde le schéma comme ça. Sur le schéma, la distance d minuscule, c'est égal à la distance qu'il y a entre le Soleil et la planète Terre, comme vous voyez. On sait que cette distance-là, c'est égal à une unité astronomique, par définition. Et la distance qu'il y a entre le Soleil et l'étoile qu'on observe, ça, on ne le sait pas. C'est la distance grand D, c'est ça qu'on veut trouver. Et l'angle θ, c'est l'angle de la parallaxe annuelle. C'est un angle qu'on est capable d'observer en comparant justement là, les deux photographiques, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. On voit l'étoile qui change de position. On est capable de faire des petits calculs avec ça puis de trouver l'angle θ. Okay. Fait que si on connaît θ et d minuscules, on est capable de faire les calculs avec des triangles rectangles et trouver des majuscules. Donc comment on trouve ça? C'est tout simplement avec une tangente. On dit la tangente de θ est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc tangente de θ égale à petit d sur grand D. Okay, c'est vraiment juste ça le point de départ. Puis après ça, il y a des petits trucs de mathématiques qui rentrent en ligne de compte. C'est que dans la vraie vie, là, ce qui va arriver, c'est qu'évidemment, la distance grand D ici, là, ça va être la distance qu'il y a entre le Soleil et une étoile quelconque qu'on va observer. Fait que ça va être une distance qui va être très 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 grande. Ça va être des distances là, en années-lumière. Okay. Alors que la distance d minuscule, c'est la distance qu'il y a entre le Soleil et la Terre. Fait que c'est sûr que les étoiles qu'on va observer vont se trouver beaucoup plus loin du Soleil que la Terre.
Ça va être des étoiles qui sont à l'extérieur du système solaire. Fait que c'est sûr que la distance des majuscules est tout le temps beaucoup plus grande que des minuscules. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a un petit truc là, en mathématiques qui dit que si des majuscules est beaucoup plus grand que des minuscules, ça va donc correspondre à un angle qui est très 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 petit. Et mathématiquement, là, quand on note les angles en radians, puis que l'angle est très 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 petit, ben la tangente d'un angle, quand l'angle est très 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 petit, c'est pratiquement égal à l'angle lui-même. Okay. Par exemple, si vous avez, je sais pas, là, tangente de 0.001 radian, ça va presque donner 0.001. Okay, donc, tangente de θ est à peu près égale à θ quand l'angle est très petit, ce qui est le cas ici, nécessairement, parce que D est beaucoup plus petit que D majuscule. Donc, au lieu d'écrire tangente θ, on peut juste remplacer ça par θ, okay, dans cette approximation-là. Donc, θ égale à D sur D, qu'on isole. Donc, D majuscule égale à D minuscule sur θ. Okay. Donc, dans cette formule-là, l'angle ici doit être en radians, et les deux distances ici doivent être dans les mêmes unités. Fait qu'on peut mettre les deux en mètres, les deux en kilomètres, les deux en années-lumière, les deux en unités astronomiques, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste un rapport. Ça va s'annuler, mais c'est important que les deux distances là, soient notées dans les mêmes unités. Puis l'angle, lui, est en radians. Okay. Maintenant, si on exprime le D minuscule ici en années-lumière, okay. Ben, on sait qu'on fait juste convertir l'unité astronomique, on sait combien de mètres, on peut convertir ça en années-lumière, donc ça donne ça comme formule. Okay. Fait qu'on pourrait dire que on observe une étoile. Si on connaît l'angle de la parallaxe annuelle en radians, on pourrait calculer ça. 1.58 10.5 divisé par notre angle en radians, ça va nous donner un chiffre. Ce chiffre-là, ça va être la distance à laquelle l'étoile se trouve de nous en années-lumière. Okay. On pourrait faire ça. Ça aurait pu être cette formule-là qui est dans votre livre. Okay. Sauf que ce qui arrive, c'est que, comme on vient de le dire tout à l'heure, cet angle-là est toujours extrêmement petit. Okay. Puis, 1 radian, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais 1 radian, ça correspond là, à peu près à 57 degrés, c'est très très gros. Fait que dans la vraie vie, là, ces angles-là sont très 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 petits. Donc, pour cette raison-là, les gens, ce qu'ont fait les astronomes, là, ils ont, quand ils observent ces angles-là, ils les notent pas en degrés, là, parce que encore une fois, ce serait beaucoup trop petit. Ce serait des 0.000000001 degrés. Ça serait pas vraiment pratique de travailler avec ces unités-là. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est que quand on note ce genre d'observation-là, on va utiliser une unité qui s'appelle des secondes d'arc. Okay. Peut-être que vous avez déjà entendu ça dans certains cours de mathématiques. Peut-être pas. Okay. Généralement, c'est vraiment en astronomie qu'on entend ça pour la première fois. Fait que c'est quoi des secondes d'arc? C'est tout simplement égal à 1 3600e de degré. Fait qu'une seconde d'arc, c'est 3600 fois plus petit que 1 degré. Ou vous pouvez le voir à l'envers, vous pouvez dire que dans 1 degré, il y a 3600 secondes d'arc. Okay. Fait que c'est très 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 petit. Si vous avez imaginez un rapporteur d'angle, 1 degré, vous savez c'est quoi? C'est très 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 petit. Mais prenez ça, là, 1 degré, divisez-le en 3600 petits morceaux, puis chaque petit morceau, là, c'est une seconde d'arc. Okay. Puis là, des fois, les gens trouvent ça mélangeant. Pourquoi des secondes? Quoi, c'est-tu un temps? Ou non, c'est pas un temps, c'est vraiment juste un angle. Okay? Ça, c'est un vieux système là, de notation qui vient des Mésopotamiens, okay? qui est un petit peu basé sur comme une espèce de base 60, si vous voulez. Il en reste un peu des vestiges aujourd'hui. C'est pour ça, par exemple, que dans une heure, il y a 60 minutes, dans chaque minute, il y a 60 secondes. Ben, pour les degrés, c'est le même principe. Okay? Si vous voulez le retenir, là, dites-vous que 1 degré, c'est comme l'équivalent de 1 heure d'arc. Okay? Si vous retenez ça, vous allez pouvoir trouver le restant facilement parce que, mettons, vous savez que dans la vraie vie, là, 1 minute, c'est 60 fois plus petit qu'1 heure. Donc, 1 minute d'arc, qui est noté avec ce symbole-là, juste une petite apostrophe, là, 1 minute d'arc, ben, c'est égal à 1 60e de degré. C'est 60 fois plus petit qu'1 degré. Okay. Puis une seconde, on sait que c'est 60 fois plus petit qu'une minute. Donc, une seconde, là, c'est 60 fois plus petit qu'une minute, mais une minute, c'est juste 60 fois plus petit qu'une heure. Fait que, bref, là, dans une heure, il y a 3600 secondes. Ça veut dire que dans une heure d'arc, donc dans 1 degré, il y a 3600 secondes d'arc. Donc, ça revient encore une fois à dire qu'une seconde d'arc, c'est égal à 1 3600e de degré. Okay. Fait que c'est ça, c'est juste une unité, c'est comme une nouvelle unité, c'est comme des mètres, des kilomètres, ben c'est juste une autre façon de noter les angles. Fait que les angles, on peut les noter en degrés, on peut les noter en radians, on peut les noter en secondes d'arc, on peut les noter en minutes d'arc. C'est vraiment juste des unités. Okay. C'est ça, comme je disais, on aurait pu prendre cette formule-là tout le temps, mais comme dans la vraie vie, les angles de la parallaxe annuelle sont des angles qui sont extrêmement petits, on va généralement les noter en secondes d'arc.
Donc, on va juste adapter les formules pour qu'elles acceptent directement des angles qui sont en seconde d'arc. Donc, c'est ça que ça veut dire le petit symbole ici, là, les deux petites, comme deux petits apostrophes, ou ça peut ressembler à des guillemets. Là. Ça veut dire des secondes d'arc. Okay. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est juste une conversion mathématique. On part de cette formule-là, qui est l'équation avec les angles qui sont en radians, puis on fait une conversion. Fait qu'on sait que 1 radian, c'est égal à 57,3 degrés, c'est égal à 206 000 secondes d'arc. Okay? Et donc, si on fait l'inverse, on divise tout par 200 000, donc 206 000. Donc, une seconde d'arc va être égale à 1 206 millième de radian. Donc, ça va être égal à ce nombre-là de radians. Et après ça, on fait juste la conversion. Fait qu'au lieu de noter nos angles en radians, on va les noter en secondes d'arc. Et il faut donc multiplier par ce facteur multiplicatif-là si on veut conserver la conversion avec les radians. Et ensuite de ça, ben, on calcule ça ici. 1.58 10.5 sur 4.85 10.6, ça fait 3.26. Okay. Donc, c'est de là que vient la formule qui est dans votre livre. Ça dit que si vous mettez votre angle en seconde d'arc et non en radian, fait que c'est écrit en parenthèse, votre angle est en seconde d'arc. Si vous faites 3.26 divisé par votre angle qui est en seconde d'arc, directement, ça va vous donner une distance qui est en années-lumière, la distance à laquelle se trouve l'étoile que vous êtes en train d'observer. Okay. Fait que cette formule, c'est une formule qui est dans votre livre. Fait que vous pouvez l'utiliser quand vous faites des calculs, là, quand vous allez faire les problèmes. C'est juste que rappelez-vous, cette formule-là, elle fonctionne uniquement si l'angle que vous mettez ici il est en seconde d'arc. Fait que si vous avez un angle en degrés ou en radians, c'est pas grave. Convertissez-le d'abord en seconde d'arc et après ça, utilisez la formule ici et ça va marcher. Okay. Il y a une autre unité de distance que vous connaissez pas. Quand on fonctionne avec cette formule-là, les unités, ce sont des années-lumière. Quand on travaille avec cette deuxième formule-là, les distances sont en parsecs. Okay? Les parsecs, vous savez probablement pas c'est quoi, okay? Mais c'est pas grave, on va l'apprendre maintenant. C'est juste une unité de distance. Okay? C'est un peu comme des mètres, des kilomètres, des parsecs. Okay? C'est une unité de distance. Et c'est quoi un parsec? Ben, le mot parsec, ça vient c'est la contraction en fait des mots parallaxe et seconde d'arc. Okay? Donc, on prend le début du mot parallaxe, donc ça fait par, et le début du mot seconde, sec. On met ça ensemble, ça fait donc parsec. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire un parsec? Mais par définition, un parsec, c'est la distance à laquelle une étoile se trouve de nous lorsque l'angle de la parallaxe annuelle est un angle de 1 seconde d'arc. Okay? Fait, un parsec, c'est quand l'angle de la parallaxe est égal à 1 seconde d'arc. Okay. Puis on a dans la formule ici. Si vous avez cette formule-là, puis on dit si l'angle de la parallaxe annuelle est égal à 1 seconde d'arc, donc quand l'angle ici vaut 1, par définition, la distance que ça va donner, ça correspond à ce qu'on va appeler un parsec. Fait que si on remplace θ par 1 seconde d'arc, ça va faire 3.26 divisé par 1, ça donne 3.26. Donc directement, là, 1 parsec, c'est égal à 3.26 années-lumière. Okay. Pourquoi on le note en parsec? C'est parce qu'en parsec, la formule est encore plus rapide. C'est le facteur ici multiplicatif, la constante K là, qui est dans l'équation, c'est pas 3.26, c'est juste 1. Okay. Fait que dès que vous mesurez un angle de parallaxe annuel qui est en seconde d'arc, calculez juste l'inverse de ça. Fait que 1 divisé par l'angle en seconde d'arc va vous donner directement une distance qui est en parsec. Okay. Fait qu'en tout cas, les parsecs, c'est la première fois qu'on le voit. Fait que peut-être que ça vous mélange un peu, vous savez pas trop c'est quoi, mais vous allez voir qu'il y a certaines formules, peut-être un peu plus tard dans la session, qui vont utiliser aussi les unités de parsec, parce que il y a quelque chose de géométrique là-dedans. Les parsecs sont directement reliés aux angles des secondes d'arc, fait qu'en tout cas, dans certaines formules, des fois, ça simplifie beaucoup de choses. Donc, en tout cas, je vous le dis, fait que vous allez on va l'utiliser, cette session, l'unité de parsec. Ça va revenir dans plusieurs formules. Pas tant au début de la session, plus peut-être dans la deuxième moitié de la session, là, on va utiliser des formules dans lesquelles les distances sont notées directement en parsec, parce que ça va être un petit peu plus simple. Donc voilà, fait que vous savez d'où proviennent ces deux formules-là, et rappelez-vous toujours là, que quand vous les utilisez, c'est bien important de d'abord convertir vos angles en seconde d'arc. Puis une seconde d'arc, vous savez c'est quoi? C'est 1 3600e de degré. Okay. Et juste en terminant, comme je disais tout à l'heure, fait que la technique de la parallaxe annuelle, ça fonctionne bien. Okay. Ça fonctionne bien tant et aussi longtemps qu'on est capable de mesurer l'angle ici de la parallaxe annuelle. Puis comme je disais tout à l'heure, quand je vous ai montré dans la petite animation, c'est que si vous avez une étoile qui est située trop loin de nous, ben là, c'est qu'éventuellement, nos instruments de mesure seront même plus capables de mesurer
l'angle de la parallaxe annuelle. Fait que si vous êtes même plus capable de mesurer cet angle-là parce qu'il devient trop petit puis vos appareils sont pas assez précis, ben là, vous pouvez pas appliquer la formule, donc vous n'êtes pas capable de calculer la distance. Okay. Puis c'est quoi ça? Quand est-ce que ça arrive? Okay? Quand est-ce que ça arrive, ça, que les étoiles sont trop loin? Ben c'est environ, pour les étoiles situées à 1000 années-lumière ou plus. Okay. Fait que 1000 années-lumière, c'est sûr que c'est une très 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 grande distance, là. Mais l'univers est beaucoup plus grand. En fait, l'univers, on pense même qu'il est infini. On en reparlera dans les prochains cours. Mais il y a des étoiles là, qui sont situées à des millions, même des milliards d'années-lumière de nous. Okay. Donc, en tout cas, la technique de la parallaxe annuelle, ça fonctionne très bien pour des étoiles qui sont situées, là, mettons, à peu près 1000 années-lumière de nous. Mais si on se situe plus loin que ça, on ne peut pas utiliser cette technique-là, il faut utiliser une autre technique. Okay? Et on va arrêter ici pour cette première partie-là, mais vous allez voir là, que dans la deuxième vidéo là, qui va s'appeler la S04B, on va voir comment on fait justement là, pour des étoiles qui sont situées à plus que 1000 années-lumière de nous. On est capable, on a trouvé d'autres techniques, d'autres genres de méthodes, d'autres genres de stratégies qui sont basées sur d'autres phénomènes. Fait que c'est plus la parallaxe annuelle, ça va être des phénomènes complètement différents qui sont plus basés sur la lumière là, émise par les étoiles. Mais c'est ça, fait que c'est des techniques qu'on va être capable d'utiliser pour trouver des distances quand les étoiles sont encore plus loin que 1000 années-lumière. Donc voilà pour cette section. Donc bonne journée et à la prochaine.